Ma vie de Carrington était synonyme de perfection en surface, de silence en profondeur, jusqu'à ce que cet appel de Savannah à minuit change tout. Ils m'ont mise dehors, sanglotait-elle, enceinte de 8 mois et abandonnée dans un motel au bord de la route par nos propres parents. J'avais passé des années à éditer les histoires des autres, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai découvert dans la chambre 17. Ma sœur inconsciente par terre, des bleus au bras, et le téléphone d'un inconnu avec les appels manqués d'un certain Ryder. Une nuit, une découverte, et soudain, je me retrouvais plongé dans un monde de lanceurs d'alerte, de complots gouvernementaux et de trahisons familiales. Nos parents nous avaient appris que les femmes Carrington ne font pas de scène, mais ils allaient bientôt apprendre ce qui arrive quand les sœurs Carrington décident de riposter. J'ai toujours été du genre à laisser mon téléphone en mode silencieux. Quelque chose dans les notifications constantes me donne la chair de poule. Mais ce soir-là, ce vendredi soir orageux d'octobre, j'aurais aimé entendre mon téléphone sonner. Peut-être que les choses auraient tourné différemment si je l'avais fait. Je m'appelle Elise Carrington, j'ai 34 ans, je suis célibataire et je suis parfaitement satisfaite de mon activité de rédactrice indépendante à Richmond. Le genre de femme qui trouve la paix dans la solitude et préfère la compagnie des livres à la plupart des gens. Mon appartement n'est pas grand-chose, un 2 pièces avec vue sur la rivière James, mais il est à moi. Pas de portrait de famille Carrington au mur, aucun souvenir de mes origines. La pluie avait été incessante ce soir-là. Je m'étais endormi sur mon canapé vers 22 heures, des pages de manuscrits éparpillées sur ma poitrine, mes lunettes de lecture, je vous demande. Quand j'ai enfin bougé vers 1 heure du matin, j'avais la nuque raide et mon appartement était imprégné de ce calme étrange qui suit un orage. C'est là que je l'ai vu. La notification clignotante, un message vocal. Savannah, ma petite sœur, de 8 ans ma cadette, infiniment plus douce. Là où j'avais fait pousser des épines pour survivre à notre enfance, Savannah avait tant bien que mal réussi à garder intacte sa douceur d'esprit. Même aujourd'hui, à 26 ans, elle avait ce côté rêveur, le genre de personne qui croyait encore aux contes de fées malgré son enfance dans notre maison de glace. Je la revois encore à 8 ans, cachée dans le placard de ma chambre quand les dîners de notre mère se prolongeaient tard. Elle se blottissait contre son lapin en peluche pendant que je lui lisais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. « Promets-moi de toujours me protéger, Ellie, murmurait-elle. Et je l'ai toujours promis. Toujours. Nos parents, Ruth et Edwin Carrington, appartenaient à la famille royale de Richmond. Père était un ancien sénateur. Mère, l'épouse politique idéale devenue matriarche de la haute société. Leur propriété du West End s'étendait sur 1,5 hectare, avec des jardins impeccables, des fontaines en marbre, des pièces où nous n'avions pas le droit d'entrer sans permission. Une maison pour le spectacle, pas pour y vivre. Il y avait des règles pour tout en grandissant. Comment s'asseoir, comment parler, quand sourire. La phrase préférée de notre mère, les femmes Carrington ne le font pas. Ne pas élever la voix. Ne pas montrer son cœur. Ne mets pas la famille dans l'embarras. J'ai appuyé sur la messagerie de Savannah, m'attendant à entendre ses nouvelles joyeuses habituelles concernant les préparatifs du mariage. Ce que j'ai entendu, au contraire, m'a glacé le sang. Élise. Sa voix était brisée, à peine audible à travers ses sanglots. Ils m'ont mise à la porte. Je ne savais pas où aller. Je suis au Pinewood Motel, près de l'autoroute 64, chambre 17. J'ai peur. Élise, s'il te plaît. Le message a été coupé. J'ai immédiatement essayé de rappeler. Pas de réponse. J'ai réessayé 3 fois, les mains tremblantes, arpentant mon salon. Directement sur la messagerie. Il devait y avoir une erreur. Nos parents étaient froids, mais ils ne le feraient sûrement pas. J'ai appelé la maison principale. Malgré l'heure, ma mère a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était nette, éveillée, comme si elle avait attendu. Elisabeth, elle ne m'a jamais appelé Élise. Je pensais que tu appellerais. Qu'est-il arrivé à Savannah? Ma voix était tendue, maîtrisée. Des années de pratique. Ta sœur a fait ses choix. La froideur familière dans son ton. Nous avons simplement imposé les conséquences. Quel choix, mère? Elle est fiancée. Elle commence une vie avec Dean. Une pause. Était fiancée. Ce jeune homme a disparu il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Plutôt opportun, je dirais. J'ai resserré ma prise sur le téléphone. De quoi parlez-vous? Votre sœur est enceinte de 8 mois. Elisabeth, célibataire.
La famille Andrews s'est déjà retirée de la fusion avec l'entreprise de votre père. Les dégâts sont considérables. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Vous avez jeté votre fille enceinte dans la tempête à cause d'un accord commercial. Nous lui avons proposé des options. La voix de ma mère était étrangement calme. Elle les a refusées. Quelles options? Ai-je exigé. C'est entre Savannah et nous. Votre père et moi n'avions pas le choix après ce qu'elle a fait. C'est votre fille. Ai-je crié. Et vous êtes hystérique. Appelle quand tu seras ressaisi. La ligne a été coupée. Je suis resté là, le téléphone à la main, la rage montant dans ma poitrine. Le sentiment familier d'impuissance menaçait de me submerger. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Savannah avait besoin de moi. En moins d'un quart d'heure, j'avais jeté mes vêtements dans un sac de sport, pris mon argent de poche et me dirigeais vers ma voiture. La pluie avait recommencé, plus forte maintenant. Les autoroutes seraient dangereuses, mais je m'en fichais. Je ne pensais qu'à Savannah, seule et effrayée, portant un enfant. Le Pinewood Motel était à environ 1 heure de Richmond, un vestige des années 1960 qui avait survécu aux extensions des autoroutes. Le genre d'endroit où l'on se contente des faibles sans poser de questions. Il était presque 3 heures du matin lorsque je me suis garé sur le parking fissuré, les essuie-glaces luttant contre l'averse. La chambre 17 se trouvait au fond du bâtiment en L. Le néon indiquant « Vacances » projetait une lueur rouge inquiétante sur les flaques d'eau tandis que je pataugeais jusqu'à sa porte. J'ai frappé. Rien. Savannah, c'est moi. C'est Élise. Silence. J'ai frappé plus fort en l'appelant. Une porte s'est ouverte 2 pièces plus loin. Un homme d'un certain âge, en maillot de corps taché, m'a regardé en plissant les yeux avant de marmonner quelque chose et de disparaître à l'intérieur. La peur me serrait la gorge. J'ai couru au bureau, frappant la vitre jusqu'à ce qu'un employé aux yeux ensommeillés apparaisse. Ma sœur est dans la chambre 17. Elle ne répond pas. Elle est enceinte. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous ouvriez la porte. Il a hésité, les yeux fixés sur mes vêtements trempés, mes yeux hagards. S'il vous plaît, ai-je supplié. Je crois que quelque chose ne va pas, inquiétude sincère ou simple envie de me rendormir, il a pris un passe-partout et m'a suivi sous la pluie. La clé est restée coincée dans la serrure, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle ne s'ouvrirait pas. Puis la porte s'est ouverte vers l'intérieur. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière de la salle de bain. L'air sentait les produits d'entretien bon marché et autre chose, quelque chose de médicinal. Savannah. C'est là que je l'ai vue. Ma sœur était allongée sur la moquette usée entre le lit et le mur. Ses cheveux blonds étaient dispersés autour de sa tête comme un halo, son visage pâle comme un spectre. Un bras était écarté, des bleus violacés et furieux étaient visibles même dans la pénombre. Son autre main, protectrice, reposait sur son ventre gonflé. Appelez une ambulance, hurlai-je en me laissant tomber à genoux près d'elle. Elle respirait, mais était à peine consciente. Ses paupières battaient tandis que je lui berçais la tête. Ellie, murmura-t-elle. Je savais que tu viendrais. Alors que le réceptionniste du motel tâtonnait avec son téléphone, quelque chose attira mon attention. Un bourdonnement. Un téléphone sur la table de nuit, pas l'iPhone rose de Savannah, mais un modèle noir quelconque que je n'avais jamais vu auparavant. Je le pris pour vérifier s'il ne s'agissait pas de Dean. L'écran était verrouillé, mais je voyais la notification, plusieurs appels manqués d'un contact identifié uniquement comme Ryder A. Je fixai le téléphone, puis de nouveau le bras meurtri de ma sœur, son visage blême. Que s'était-il passé? Et à qui était ce téléphone? Quelque chose me disait que le fait que nos parents aient nié la disparition de Dean n'était pas une coïncidence. Rien ne l'était jamais chez les Carrington. Tandis que les sirènes hurlaient au loin, je fis une promesse silencieuse à Savannah et à son enfant à naître. Cette fois, je ne me contenterai pas de les protéger. Cette fois, je riposterai. Les gyrophares de l'ambulance peignaient les murs du motel de rouge et de blanc tandis que les ambulanciers accouraient. À Savannah. Je lui ai tenu la main pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser avec des respirations superficielles. Sa bague de fiançailles reflétait la lumière, un diamant modeste que notre mère avait autrefois qualifié de pratique et de décevant. Maintenant, il pendait librement à son doigt. Ta pression artérielle est basse mais stable, a dit un ambulancier. À combien de mois en est-elle?
Environ 8 mois, ai-je répondu sans quitter Savannah des yeux. Le bébé? Il va bien? Il a pressé un stéthoscope contre son ventre. Le cœur du fœtus bat fort. Emmenons-la à l'hôpital. Le Richmond Memorial était calme à 4 heures du matin. Le médecin urgentiste, une femme au regard bienveillant et à l'air neutre, a diagnostiqué à Savannah une légère déshydratation et une syncope due au stress. Nous la garderons en observation toute la nuit, mais elle devrait aller bien. Le bébé aussi. Le soulagement m'a envahi, immédiatement suivi de rage. Je ne pouvais m'empêcher de penser à nos parents la mettant dehors, à ces bleus sur son bras que le médecin avait gentiment documenté avec des photos, au téléphone mystérieux qui pesait maintenant lourd dans ma tête. La poche de ma veste. Une fois Savannah installée dans une pièce où les fluides s'écoulaient régulièrement, j'ai pris une décision. Je lui ai serré la main en murmurant « Je reviens bientôt » et je suis allé directement chez mes parents. Le domaine Carrington était déjà en effervescence à mon arrivée. Des lumières brillaient dans la cuisine où Martha, la gouvernante qui travaillait chez mes parents depuis 20 ans, préparait le petit déjeuner précis de mon père, 2 œufs mollets, du pain complet et du café noir. Je n'ai pas sonné. Ma vieille clé fonctionnait encore. Ma mère était dans la véranda, lunettes de lecture sur le nez, en train d'examiner le plan de table d'un gala de charité. Elle a levé les yeux à mon entrée, son expression passant de la surprise à une neutralité prudente. Elisabeth, il est à peine 18 heures. À quoi devons-nous cette entrée théâtrale? Savannah est à l'hôpital. J'ai gardé une voix neutre. Au cas où vous vous poseriez la question, quelque chose a brillé dans ses yeux. De l'inquiétude. De la peur. Mais cela s'est dissipé si vite. J'aurais pu l'imaginer. Est-elle toute? Pas vrai? Non, grâce à toi. Je me suis approché. Que s'est-il vraiment passé, mère? Pourquoi a-t-elle des bleus? Qui était avec elle dans ce motel? Je suis sûr de ne pas comprendre ce que tu insinues. Elle a retiré ses lunettes et les a pliées soigneusement. Ta sœur était bouleversée en partant. Peut-être est-elle tombée. N'ose pas. Ma voix tremblait. Tu as jeté ta fille enceinte dehors au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle t'a gêné. Parce qu'une affaire a échoué. Tu as toujours eu tendance à simplifier à outrance. Ma mère se tenait là, lissant sa robe de soie. C'est une question d'héritage, pas d'amour, quelque chose que tu n'as jamais compris. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte, impeccable dans son costume sur mesure, malgré l'heure matinale. Ses cheveux argentés étaient parfaitement peignés, mais son regard, habituellement perçant et autoritaire, évita le mien. Ruth, dit-il doucement. On devrait parler en privé. Je lui ai barré la route. Non, plus de secret, père. Savannah aurait pu perdre son bébé la nuit dernière. Ton petit enfant. Quelque chose dans son visage a changé. Une fissure dans la façade parfaite de Carrington. Mais ma mère s'est immiscée entre nous. Ta sœur a fait des choix qui ont mis cette famille en danger, a-t-elle dit. Candine a disparu, nous lui avons proposé des options. Elle les a refusées. Quelles options? J'ai exigé. Un établissement privé dans le Vermont. Mon père a finalement parlé discrètement. L'enfant aurait été placé dans une famille adaptée. Savannah aurait pu revenir ensuite, reprendre sa vie, prendre un nouveau départ. Les implications m'ont frappé comme un coup dur. Tu voulais qu'elle abandonne son bébé pour le cacher comme un secret honteux. Nous voulions la protéger. Ma mère a insisté. Ce garçon est parti. Elisabeth, il l'a abandonné. Il vient de disparaître après avoir rencontré ton père pour un poste dans l'entreprise. Je me suis tourné vers mon père. Tu as rencontré Dean avant qu'il ne disparaisse. Il a redressé sa cravate, déjà impeccable. Une formalité. Le jeune homme ne convenait pas, mais ta sœur a insisté. Et maintenant, il est parti comme par hasard. Je me suis approché, scrutant son visage. Que as-tu fait? Ça suffit. La voix de ma mère aurait pu figer une flamme. Si vous êtes venu ici pour proférer des accusations, vous pouvez partir. Nous avons fait ce qu'il y avait de mieux pour cette famille, comme toujours. J'ai laissé échapper un rire dur et amer. Cette famille? Vous voulez dire votre réputation, votre statut social, votre précieux héritage. Je me suis retourné pour partir,
puis je me suis arrêté à la porte. Savannah et son bébé sont ma famille maintenant. Tenez-vous loin d'eux. Tous les deux. Mon père m'a appelé, quelque chose s'adoucissant dans sa voix. Elisabeth, attends. Mais j'étais déjà parti. De retour à l'hôpital, Savannah était réveillée, toute petite sur les draps blancs. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis désolé, Ellie. Je ne savais pas où aller. Je me suis assise à côté d'elle et lui ai pris la main. Ne t'excuse pas. Jamais. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tout. Elle s'est mordu la lèvre, puis a hoché la tête. Dean est différent ces derniers mois. Nerveuse, elle a regardé par-dessus son épaule. Il y a 2 semaines, il a dit que quelqu'un le suivait. J'ai cru qu'il était paranoïaque, mais sa voix s'est brisée. Il n'est pas rentré. Ses vêtements étaient toujours là, sa voiture. Mais il avait disparu. Tu es allé voir la police? Elle hocha la tête. Il disait que les adultes disparaissaient tout le temps. Qu'il était probablement parti. Sa main se posa sur son ventre d'un air protecteur, mais il refusait de nous quitter. Je sais qu'il ne le ferait pas. Et les bleus? Demandai-je doucement, le regard embrumé. Je ne m'en souviens plus. J'étais allé à ce motel parce que Dean y avait déjà séjourné. J'ai cru qu'il avait peut-être laissé quelque chose, un indice, mais quand je suis arrivé, la chambre était déjà payée à son nom. Comme s'il savait que je viendrais la voir. Un frisson me parcourut le dos. Savannah, Dean a-t-il déjà parlé d'un certain Ryder? Elle fronça les sourcils. Non. Pourquoi? Je sortis le téléphone noir. C'était dans ta chambre. Ce n'est pas la tienne, si? Elle secoua la tête, les yeux écarquillés. Je ne l'avais jamais vu. Pendant que Savannah se reposait, je sortis dans le couloir de l'hôpital et appelai Terry, un ami informaticien qui m'aidait occasionnellement pour mes projets de montage plus techniques. J'ai expliqué la situation, sans les problèmes familiaux. Apportez-le-moi, a-t-il dit. Je pourrais peut-être passer la serrure. Sans promesse, cependant. Au moment de raccrocher, une infirmière s'est approchée de moi. Mademoiselle Carrington, votre sœur a laissé quelque chose dans ses affaires personnelles. Elle m'a tendu un carnet en cuir patiné. Elle a dit que vous devriez le garder. J'ai feuilleté les pages, le cœur battant. Ce n'était pas l'écriture fluide de Savannah, mais une écriture messier que je ne reconnaissais pas. Des pages de notes griffonnées, des adresses, des initiales, des cartes avec des emplacements entourés, et une page cornée et soulignée. Ils viendront la chercher si je ne suis pas là. Je me suis figé en relisant ces mots. Ils viendront la chercher si je ne suis pas là. Dans quoi Dean s'était-il fourré? Et pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à Savannah? Plus tard dans l'après-midi, Terry m'a envoyé un texto pour me dire de venir. Son appartement était un paradis technologique. Plusieurs écrans, des gadgets à divers stades de dissection. Il m'a tendu le téléphone noir, maintenant déverrouillé. Le propriétaire de ce lieu prenait la sécurité au sérieux, dit-il. Mais il ne s'attendait pas à quelqu'un avec mes compétences. L'autosatisfaction dans sa voix m'aurait fait sourire n'importe quel autre jour. J'ai parcouru les messages. La plupart étaient énigmatiques. Des phrases isolées échangées avec un contact étiqueté, ridé. Périmètre sécurisé. Cadran nord-ouest compromis. Déménagement. Nouveau papier prêt mardi. Puis envoyé la veille de la disparition de Dean. Ils m'ont trouvé. Reste caché. Protège-la. Terry m'observait, le regard curieux derrière ses lunettes. Le petit ami de ta sœur a des ennuis? Je ne sais pas, murmurai-je en ouvrant la galerie photo. Il n'y avait pas beaucoup de photos, surtout des paysages, des clichés flous de plaques d'immatriculation, quelques photos de surveillance d'hommes en costume, et puis un selfie, Dean, le bras autour d'une personne au visage coupé. La légende me glaça le sang. Léo Martinez, 2021, programme de dénonciation réussi. Léo Martinez. Je fixais le visage familier de l'homme que ma sœur avait prévu d'épouser. Dean Wilson, l'architecte d'intérieur discret et sérieux de Seattle, était quelqu'un d'autre. J'ai remercié Terry et je suis retourné à l'hôpital, l'esprit en ébullition. Dean vivait sous une fausse identité. Mais pourquoi? Et quel rapport avec Savannah? En arrivant dans sa chambre,
j'ai hésité avant de lui montrer la photo. Son visage s'est décomposé, confus. Léo Martinez. Je ne comprends pas. C'est Dean. C'est le père de mon bébé, Savannah. Ai-je dit doucement. Je crois que Dean se cachait de quelque chose ou de quelqu'un. A-t-il déjà parlé d'un programme de dénonciation? De son passé? Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Il a dit qu'il était de Seattle, que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand il était à l'université, qu'il voulait prendre un nouveau départ en Virginie. Sa main tremblait. Était-ce que tout ça n'était que mensonge? Tout? Je me suis assise à côté d'elle et lui ai serré la main. Je ne crois pas. Je crois qu'il te protégeait. Regarde ça. Je lui ai montré la page du carnet. Ils viendront la chercher si je m'absente. Je pense qu'il tenait à toi, à vous deux suffisamment pour cacher ce qui se passait. Alors que Savannah s'endormait, épuisée par ses révélations, mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu me disant « Laisse-le passer tranquille, sinon elle en paiera le prix ». Je fixai le message. La peur et la détermination me tenaient en haleine. Celui qui avait envoyé ça ne connaissait pas très bien les sœurs Carrington. Nous en avions payé le prix toute notre vie. La lumière du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital, dessinant des rayures de zèbre sur le corps endormi de Savannah. J'avais passé la nuit dans le fauteuil des visiteurs, mon prochain. Le mystérieux téléphone et le carnet étaient éparpillés sur mes genoux. La menace anonyme brillait toujours sur l'écran de mon téléphone. J'ai essayé de retrouver le numéro, mais ça n'a mené à rien. Un téléphone jetable, probablement. Pendant que Savannah dormait, j'ai fait ce que je fais le mieux, des recherches. Mon ordinateur portable était en équilibre précaire sur le rebord de la fenêtre tandis que je tapais « Léo Martinez, lanceur d'alerte » dans la barre de recherche. Les résultats ont fait battre mon cœur. Léo Martinez, ancien sous-traitant de la défense chez Velker Dynamics. En 2021, il a fourni des preuves d'opération de surveillance illégale menée par l'entreprise militaire privée sur le sol américain. Il avait bénéficié d'une protection des témoins après avoir reçu des menaces de mort, puis avait disparu des archives publiques. Il avait disparu jusqu'à ce qu'il devienne Dean Wilson et tombe amoureux de ma sœur. J'ai jeté un coup d'œil à Savannah, sa main protectrice repliée sur son ventre, même dans son sommeil. L'avait-elle jamais su? Était-elle tombée amoureuse d'un fantôme? Le médecin est venu vérifier les constantes de Savannah, confirmant qu'elle et le bébé étaient stables. Nous aimerions la garder une nuit de plus en observation, a-t-elle dit. Assurez-vous que le stress ne déclenche pas un accouchement prématuré. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Cela me donnerait du temps. J'ai rouvert le carnet et j'ai étudié les adresses que Dean avait griffonnées. 3 endroits dans la Virginie rurale, tous à quelques heures de route. Des cabanes, des refuges. J'avais besoin de savoir. Savannah s'est agitée, son regard trouvant le mien. Tu es toujours là. Je te l'ai promis. Comment te sens-tu? Comme si toute ma vie n'était qu'un mensonge. Sa voix était faible, mais il y avait une dureté nouvelle, un côté Carrington que je n'avais jamais entendu chez elle auparavant. J'ai besoin de savoir la vérité, Ellie, sur Dean ou Léo, ou qui que ce soit. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé en ligne. Elle l'a absorbé en silence, une main caressant son ventre avec agacement. Alors, il se cachait, a-t-elle finalement dit. Mais de quoi? L'article dit que l'affaire a été réglée. L'entreprise a été sanctionnée. Peut-être qu'il y a plus. J'ai montré le carnet. Ces adresses, je pense que ce sont peut-être des endroits où il a séjourné. Des refuges. Ses yeux se sont écarquillés. Tu crois qu'il pourrait être dans l'un d'eux? Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs, mais je ne pouvais pas mentir. Je ne sais pas, mais c'est un bon début. Savannah a essayé de balancer ses jambes au-dessus du lit. Je viens avec toi. Non. Je l'ai doucement repoussé. Tu as besoin de te reposer. Pense au bébé, mais je te promets de te dire tout ce que je trouverai. Je lui ai serré la main. Crois-moi, Vanna, comme quand on était enfant. Ce surnom, que je n'avais pas utilisé depuis des années, lui fit monter les larmes aux yeux. Elle hocha la tête. Prends le carnet, murmura-t-elle. Et sois prudente, Ellie. Si quelqu'un en veut à Dean, il pourrait en vouloir à toi aussi. Je l'embrassai sur le front,
rangeant le carnet et le téléphone noir dans mon sac. À la porte, je me retournai. Si papa et maman essaient de venir, je leur dirai d'aller se faire voir, dit-elle avec une fermeté surprenante. Avec la politesse la plus Carrington, bien sûr. Je ne pus m'empêcher de sourire. C'est ma fille. La première adresse me mena à un chalet de chasse délabré près des Blue Ridge Mountains. Le chemin de terre était à peine visible, envahi par les mauvaises herbes et les branches mortes. Je garai ma voiture à 6 km et m'approchai à pied, tous mes sens en alerte. Le chalet semblait abandonné au premier coup d'œil, les fenêtres poussiéreuses, le porche affaissé. Mais en faisant demi-tour, je remarquai des traces de pneus fraîches dans la boue. Quelqu'un était passé par là récemment. La porte arrière était verrouillée, mais cédait facilement à ma carte de crédit, un truc que j'avais appris à la fac. Je ne l'avais jamais avoué à mes parents respectueux des lois. À l'intérieur, la cabane était dépouillée, mais propre. Pas de poussière sur les surfaces, un générateur dans un coin, des conserves dans les placards, et sur la table de la cuisine, une carte indiquant les mêmes emplacements que dans le carnet, ainsi que plusieurs autres. Quelqu'un avait suivi les déplacements, des planques, peut-être des points de chute. J'ai tout photographié avec mon téléphone, puis j'ai fouillé la petite chambre. Le placard contenait des vêtements d'homme à peu près de la taille de Dean. Dans le tiroir de la table de nuit, j'ai trouvé un étui à pistolet vide et une pile de téléphones jetables encore dans leur emballage. Quoi que Dean ait pu faire, ce n'était pas rien. Alors que j'allais partir, quelque chose a attiré mon attention. Une planche de plancher mal fixée sous le lit. Je l'ai soulevée pour trouver une housse étanche contenant un ordinateur portable et plusieurs clés USB. J'hésitais à les emporter lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Sortez tout de suite. Un SUV noir approchait. Je me suis figé, le cœur battant. Celui qui avait mon numéro savait où j'étais. J'ai fourré l'ordinateur portable et une clé USB dans mon sac et remis le plancher. Par la vitre sale, j'ai vu la poussière s'élever de la route, un véhicule approchait. Je me suis glissé par la porte arrière et me suis dirigé vers les bois, décrivant un large cercle pour rejoindre ma voiture. En m'éloignant, j'ai aperçu un SUV noir garé devant le chalet. 2 hommes en vêtements sombres sont entrés, les mains dans leurs vestes. Mes mains tremblaient sur le volant. C'était réel. C'était dangereux. Dans quoi m'étais-je fourré? De retour sur la route principale, je me suis arrêté à une aire de repos pour examiner l'ordinateur portable. Il était protégé par un mot de passe, bien sûr, mais la clé USB ne l'était pas. Je l'ai branché sur mon propre ordinateur portable et j'ai trouvé un seul document, une liste de noms et de lieux. La plupart ne me disaient rien, mais un m'a sauté aux yeux, la supervision du projet Edwin Carrington 2018. Mon père. Quel lien avait-il avec tout ça? Était-ce une simple coïncidence si Dean avait fini avec une fille Carrington? Je fixais l'écran, les pièces du puzzle s'emboîtant. Mon père, l'ancien sénateur, son travail de consultant après avoir quitté ses fonctions. L'apparition soudaine de Dean à Richmond 2 ans plus tôt, lorsque Savannah l'avait rencontré à une soirée caritative, l'un des projets favoris de mon père. Mon téléphone vibra de nouveau, un autre SMS du numéro inconnu. Appelez ce numéro quand vous êtes seul. Demandez-le tout de suite. J'ai roulé encore 1 heure, m'assurant de ne pas être suivi, avant de m'arrêter sur une aire de repos déserte. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro. Une femme a répondu à la première sonnerie. Vous ne devriez pas être impliqué dans cette histoire. Sa voix était hachée. Professionnelle. Où avez-vous trouvé le téléphone? Pinewood Motel, chambre 17, ai-je dit. Êtes-vous Miavo? Une inspiration brusque. Comment connaissez-vous ce nom? Je ne le sais pas. C'était une supposition. Un bluff basé uniquement sur l'instinct. Mais vous êtes l'écrivain, n'est-ce pas? L'agent de liaison de Dean. Silence. Alors, rendez-vous. Café du Northside. 2 heures. Elle a raccroché. Le café était suffisamment animé pour me couvrir, mais suffisamment calme pour permettre une conversation. Je l'ai immédiatement repérée. Une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à la posture prudente de quelqu'un habitué à la surveiller. Elle portait une veste en jean délavé, sans maquillage, ses cheveux noirs attachés en une simple queue de cheval. Elle ne souriait pas lorsque je me suis assis en face d'elle. Soit tu es très courageuse, soit tu es très stupide. Elise Carrington,
probablement les deux. J'ai admis que tu me connais. Je sais tout de toi, de ta famille. Son regard était clinique, y compris le fait que ton père a été consultant pour Velker Dynamics de 2017 à 2019. J'ai gardé une expression neutre, même si mon cœur battait fort. Quel rapport avec Dean et Léo? Léo Martinez a dénoncé le programme de surveillance domestique de Velker. Ton père faisait partie du comité de surveillance qui aurait dû le détecter. Elle a remué son café. Quand Léo a bénéficié du programme de protection des témoins, il était censé disparaître complètement. Nouveau nom, nouvel état, nouvelle vie. Mais il est venu en Virginie, ai-je dit. Pourquoi? Parce que c'est un sacré imbécile. La colère a brillé dans ses yeux. Il pensait avoir trouvé quelque chose de plus grave. Quelque chose qui impliquait des gens plus haut placés que Félé. Il a déraillé contre mes instructions explicites. Elle s'est penchée en avant et il est tombé amoureux d'une Carrington. De toutes les personnes au monde, tu crois que ce n'était pas une coïncidence, hein, a-t-elle rétorqué. J'y ai repensé, à la façon dont mon père avait soigneusement évité mon regard quand je l'avais confronté. Au démenti glacial de ma mère concernant la disparition de Dean. Non, j'ai fini par dire que non. Maya a hoché la tête. Léo est en danger. Et maintenant, ta sœur aussi. Elle est un moyen de pression contre quoi? Contre une affaire que Léo monte depuis des années. Des preuves qui pourraient impliquer des dizaines de personnes, dont peut-être ton père. Cette prise de conscience m'a fait l'effet d'un coup de massue. Est-ce pour ça qu'ils ont mis Savannah dehors? Parce qu'ils savaient qui était vraiment Dean, ou parce qu'ils ont découvert qu'il se rapprochait trop de quelque chose qu'ils voulaient enterrer? Le regard de maman était compatissant, maintenant. La grossesse de ta sœur a compliqué les choses. Elle l'a rendue vulnérable. C'est bleu sur son bras. Ça ne venait pas de tes parents, a conclu Mia. Quelqu'un l'a trouvé avant toi. Probablement à la recherche d'informations pour Léo. La rage et la peur me tenaillaient. Comment le retrouver? Comment assurer la sécurité de Savannah? Tu ne le fais pas. Tu t'en vas. Laisse des professionnels s'occuper de ça. Comme tu t'occupes de la protection de Dean. J'ai rétorqué. Sa mâchoire s'est crispée. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Alors dis-moi. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo de la carte que j'avais trouvée. Quels sont ces endroits? Des refuges. Elle l'a examiné, puis a levé les yeux brusquement. Où as-tu trouvé ça? Le chalet. Première adresse dans le carnet. Tu y es allé pour la première fois. Elle avait l'air secouée. Récemment, j'ai hoché la tête. Ce matin, 2 hommes sont arrivés dans un SUV noir. Zut. Elle s'est levée brusquement. Il faut qu'on y aille. Attends, et Dean? Où est-il? S'il est vivant, il est dans le vent. Elle attrapa sa veste. Vérifie tes emails. Le compte sur ce téléphone. Il y a un message dans le dossier des brouillons. S'il m'arrive quelque chose, vérifie la boîte d'ivoire. C'est quoi, cette boîte d'ivoire? Je ne sais pas. Mais quoi que Léo ait trouvé, quoi qu'il se cache, c'est assez gros pour que des gens soient prêts à tuer pour ça. Elle se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Fais attention à qui tu fais confiance, Élise. Même à ta famille. Après son départ, je restais assise là, l'esprit bourdonnant. La boîte d'ivoire. Qu'est-ce que ça pouvait être? Et où? Puis ça m'a frappé. La chambre de motel. Je ne l'avais pas fouillée à fond. Je suis retourné au Pinewood Motel, le cœur battant. Le même réceptionniste travaillait, son visage fatigué se reconnaissant. Ta sœur va bien, demanda-t-il. Elle va bien, dis-je. Je dois vérifier sa chambre à nouveau. Chambre 17. Il hésita, puis me tendit une clé. Toujours libre. Pas encore eu le temps de la nettoyer. La chambre était exactement comme lorsque nous avions trouvé le lit de Savannah défait. Son petit sac de voyage était encore à côté. J'ai cherché méthodiquement, vérifiant sous le matelas, dans les tiroirs, derrière la table de nuit. Rien. Debout au centre de la pièce, je me retournai lentement. Que me manquais-je? La boîte en ivoire. Mon regard se posa sur la grille d'aération près du plafond. C'était un peu inquiétant. J'ai tiré la chaise de bureau et je suis monté dessus,
le cœur battant, en soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvait une petite boîte blanche incrustée d'ivoire, un écrin à bijoux anciens. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était celle de Savannah, un cadeau de notre grand-mère. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photos, 2 clés USB et une liste manuscrite de noms, dont celui de mon père. Chaque nom était accompagné d'une date et d'un montant. En descendant de la chaise, les cheveux se sont dressés sur ma nuque. Je n'étais pas seul. À travers les rideaux fins, j'ai vu une ombre traverser le parking. Un homme en sweat à capuche noire observait la chambre. J'ai fourré la boîte dans mon sac et pris une grande inspiration. Quoi que Dean ait découvert, quel que soit le danger qui guettait Savannah, j'étais maintenant au cœur de l'affaire. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'homme en sweat à capuche noire surveillait toujours la chambre du motel. Je serrais la boîte en ivoire contre ma poitrine, l'esprit en ébullition. Il n'y avait pas d'autre issue que par la porte d'entrée, directement dans son champ de vision. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la réception. Tiens, c'est la femme de la chambre 17. Y a-t-il une sortie de secours près de cette chambre? Porte coupe-feu au bout du couloir, a dit l'employé. Mais ça va déclencher l'alarme. Ce n'est rien. Je crois que quelqu'un surveille ma chambre. J'ai entendu des pas traînants. Un grand type en sweat à capuche noire. Il a demandé de vos nouvelles tout à l'heure. Il a dit que c'était un ami. Mon sang s'est glacé. Je ne le connais pas, appelez la police. Déjà en train de composer le numéro, a dit l'employé. J'ai perçu l'inquiétude soudaine dans sa voix. Je me suis glissé dans le couloir, me précipitant vers la sortie de secours. L'alarme a retenti tandis que je traversais le bâtiment en courant jusqu'à ma voiture. Dans le brouhaha, j'ai aperçu l'homme à capuche qui courait dans la direction opposée. 20 minutes plus tard, j'étais sur l'autoroute, les mains encore tremblantes sur le volant. J'avais besoin d'un endroit sûr pour examiner le contenu de la boîte en ivoire, un endroit où personne ne me chercherait. La liste des noms trouvés dans la boîte était plus longue que je ne l'avais imaginé. La plupart m'étaient inconnus, mais quelques-uns m'ont sauté aux yeux, Edwin Carrington, mon père, le sénateur James Whittaker, le général Thomas Banton et plusieurs hauts fonctionnaires de diverses agences fédérales. À côté de chaque nom figurait une série de dates et de sommes importantes, des centaines de milliers, parfois des millions. Au bas de la page, une seule ligne était écrite de la main de Dean, Velker Dynamics Project Insight 2018 à 2021. Je me souvenais avoir lu des informations sur Velker lors de mes précédentes recherches. Il s'agissait d'une entreprise militaire privée mise sur liste noire après un scandale fédéral. Le même scandale, Léo Martinez avait dénoncé le coup de sifflet. Mon père était-il connecté à ce même scandale? Les dates correspondaient à sa période de consultation. Je me suis arrêté dans un restaurant en bordure de route, j'ai commandé du café et j'ai branché l'un des entraînements USB dans mon ordinateur portable. Il contenait des dizaines de fichiers vidéo, des images de surveillance, des appels téléphoniques enregistrés, des réunions dans des salles de réunion sombres. Dans l'un, j'ai clairement vu mon père serrer la main d'un homme identifié dans le nom de fichier comme KER-BACO-BAKAR. J'ai regardé avec une horreur croissante pendant que la conversation se déroulait. Ils ont discuté de la collecte de renseignements domestiques et de la surveillance préemptive des citoyens. Mon père a hoché la tête, offrant des suggestions sur la protection législative et les solutions de contournement. Mon téléphone a bourdonné un texte de Savannah. Où es-tu? L'hôpital me libère demain matin. Je ne pouvais pas la mener dedans. Pas encore. Pas quand je ne comprenais pas à quoi nous tenions. J'ai envoyé un texto, travaillant sur quelque chose. Nous viendrons vous chercher demain. Repos. Ensuite, j'ai réservé un Airbnb distant sous un faux nom à l'aide de cash. Si quelqu'un me suivait, j'avais besoin de disparaître juste pendant un petit moment jusqu'à ce que je puisse comprendre tout. L'Airbnb était une petite cabine à environ 1 heure à l'extérieur de Richmond, suffisamment isolée pour se sentir en sécurité, mais assez proche de la civilisation que je ne me sentirais pas complètement isolé. J'ai passé la nuit à examiner les fichiers que Dean avait collectés, l'image devenant plus claire avec chaque document. Velker avait été engagé pour développer une technologie de surveillance à des fins militaires à l'étranger, mais ils les ont secrètement déployés au niveau national également, surveillant les citoyens, recueillir des données sans mandat. Lorsque Léo Martinez l'a découvert, il est devenu public, déclenchant une enquête fédérale. L'entreprise a été sanctionnée. Les dirigeants ont démissionné. Case fermée.
Sauf qu'il n'a pas été fermé pour Dean. Il avait continué à creuser, trouvant des liens avec les politiciens, les responsables militaires et les chefs d'entreprise qui avaient bénéficié du programme, y compris apparemment mon père. Le lendemain matin, j'ai ramassé Savannah à l'hôpital. Elle avait l'air mieux. Certaines couleurs étaient revenues sur ses joues et les ecchymoses sur son bras s'estompaient vers un jaune maladif. « Vous avez trouvé quelque chose » dit-elle immédiatement, en cherchant mon visage. « Je peux le dire. » J'ai hoché la tête, les dents dans ma voiture. C'est compliqué et pas sûr de parler ici. Sur le trajet vers l'Airbnb, je l'ai rempli sur les bases. La véritable identité de Dean, la dynamique de Velker. J'ai laissé de côté l'implication de notre père pour l'instant. Elle avait déjà trop à faire. Dean se cachait donc de ces gens, a-t-elle dit, les mains berçant de manière protectrice de son ventre. Mais pourquoi venir à Richmond? Pourquoi s'impliquer avec moi? Je ne sais pas, j'ai admis. C'était peut-être une coïncidence. Peut-être qu'il m'utilisait pour arriver à papa, elle a fini tranquillement. C'est ce que vous pensez, non? J'ai tendu la main et serré sa main. Je ne sais pas encore quoi penser, mais je vais découvrir la vérité. À l'Airbnb, j'ai aidé Savannah à s'installer avant de lui montrer la boîte en ivoire et son contenu. Son visage pâle alors qu'elle lisait la liste des noms. Papa est impliqué dans cela. Sa voix était à peine audible. Toutes ces fois où il a rejeté Dean, a dit qu'il n'était pas assez bon pour moi. Est-ce parce qu'il savait? Parce qu'il avait peur que Dean l'exposait. Peut-être que j'ai dit. Ou peut-être qu'il ne savait pas qui était vraiment Dean, mais Dean enquêtait sur lui. Les yeux de Savannah remplis de larmes. Je ne sais pas ce qui est pire. Moi non plus, cet après-midi, j'ai contacté un journaliste local nommé Nico Greer. J'avais édité plusieurs de ses pièces d'enquête au fil des ans, des travaux exposant la corruption politique et les malfaiteurs d'entreprise. Si quelqu'un sait comment gérer ces informations, ce serait Nico. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un parc public le lendemain. Je suis arrivé tôt, en parcourant tout ce qui est suspect, mais le parc était calme, juste quelques joggeurs et mères avec des poussettes. Nico est arrivé juste à l'heure, son cadre dégingandé et ses vêtements froissés perpétuellement un spectacle familier. Ses yeux se sont éclairés quand il m'a vu, puis s'est tamisé alors qu'il enregistrait mon expression. « Ce n'est pas un appel social, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, assis à côté de moi sur le banc. « J'ai besoin de votre aide, ai-je dit. Il s'agit de Velker Dynamics. » Ses sourcils se sont enfuis. Le scandale de la surveillance? C'était il y a des années. Le cas n'est pas fermé. Pas complètement. Je lui ai remis un lecteur flash contenant des copies de certains fichiers de Dean. J'ai besoin de savoir si c'est légitime et j'ai besoin de savoir à quel point ce serait dangereux de rendre public avec. Nico a empoché le lecteur. Où avez-vous obtenu cela? Je ne peux pas encore vous le dire, mais cela pourrait être connecté à une personne disparue. Quelqu'un d'important pour ma famille. Il m'a étudié pendant un long moment. C'est sérieux, n'est-ce pas? Mortel sérieux, dis-je. Les gens sont déjà blessés. Je vais l'examiner, a-t-il promis. Donnez-moi quelques jours. Ces 2 jours se sont étendus dans un jeu d'attente anxieux. Savannah et moi sommes restés à l'Airbnb, sautant sur chaque son à l'extérieur. J'ai désactivé les services de localisation sur nos téléphones et payé tout en espèces. Le 3e jour, ma mère a appelé. Je n'ai presque pas répondu, mais quelque chose d'instinct m'a peut-être fait ramasser. Elisabeth. Sa voix était tendue, manquant de son contrôle cool habituel. Où es-tu? Où est Savannah? En sécurité, dis-je. Loin de toi et de père. Vous devez rentrer à la maison, vous deux, immédiatement. J'ai ri amèrement après ce que vous avez fait, jetant votre fille enceinte, essayant de la forcer à abandonner son bébé. Vous ne comprenez pas, a-t-elle dit. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu la peur dans la voix de ma mère. Je ne peux pas expliquer le téléphone. S'il vous plaît, Elisabeth, ramenez Savannah à la maison où nous pouvons la protéger. Comme si vous l'avez protégée auparavant, j'ai exigé. Elle hésita. Une erreur. Nous pensions que nous la gardions à l'abri de Dean, de celui qu'il est vraiment. Alors tu ne savais pas, dis-je tranquillement. Pas tout, mais assez pour être inquiet. Elle baissa sa voix.
Votre père a reçu des menaces après que ce garçon ait disparu. Nous pensions que si Savannah n'était pas connectée à nous, elle serait plus sûre. C'était une logique de Carrington tellement tordue que je l'ai presque cru. Presque. Nous parlerons quand je serai prêt, dis-je enfin. Pas avant. J'ai raccroché alors que le numéro de Nico clignotait sur mon écran. Élise, il semblait essoufflé. C'est grand. Vraiment grand. Nous devons nous rencontrer. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer à son bureau ce soir-là. J'ai quitté Savannah à l'Airbnb, promettant d'être de retour en quelques heures. Le petit bureau de Nico était dans un entrepôt converti au centre-ville, le genre d'endroit où les startups et les pigistes ont loué de l'espace. J'ai emmené l'ascenseur de fret au 3e étage, frappant à sa porte avec notre ancien motif. Trop rapide, un lent. Aucune réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. La porte a été déverrouillée. Je l'ai ouvert lentement, appelant le nom de Nico. Le bureau était sombre à l'exception de la lueur d'un écran d'ordinateur. Les papiers étaient dispersés partout. Les tiroirs s'ouvrent. Meubles renversés. Mon cœur battait la course alors que je passais soigneusement à travers la destruction. Nico. Un gémissement venait de derrière le bureau. Je me précipitai pour trouver Nico sur le sol, le sang tapisse ses cheveux. Un œil enflé. Jésus. Nico. Je me suis accroupi à côté de lui. Que s'est-il passé? Ils sont venus pour le trajet. Il a marmonné juste après que je t'ai appelé. Dit qu'il me tuerait si je publiais quelque chose. L'ont-ils compris? Il secoua la tête, grimaçant au mouvement. Caché à l'intérieur de ma tasse Star Wars. J'ai levé les yeux pour voir une tasse Dark Vador sur la bibliothèque, visiblement intacte parmi le chaos. J'ai récupéré le lecteur tout en aidant Nico à une chaise. Hôpital, j'ai insisté. Vous avez besoin d'un médecin. Non, il a attrapé mon bras. Pas sûr. Ils ont dit qu'ils regarderaient. Vous devez aller prendre les fichiers, tous. Il a fait un geste vers son ordinateur. Tout téléchargé. Fait des copies. Ce sont tous leurs noms, dates, transactions. Le nom de votre père est partout, Élise. Qu'est-ce que c'est exactement? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Project Insight. Ce n'était pas seulement la surveillance domestique. C'était un chantage ciblé. Ils ont recueilli des données sur les politiciens, les juges, les chefs d'entreprise, toute personne ayant un pouvoir ou une influence. L'utiliser pour contrôler les votes, les décisions, les contrats. Ses yeux étaient féroces malgré ses blessures. Votre père n'était pas seulement consulté. Il coordonnait entre Velker et les cibles. La pièce semblait s'incliner autour de moi. Pourquoi? Pourquoi serait-il impliqué dans quelque chose comme ça? L'argent, le pouvoir, l'habituel, Nico grimaça. Mais il y a plus. Dis-nous Léo, quel que soit son nom, il a trouvé des preuves que le programme n'a jamais vraiment fermé. Il est juste allé plus loin sous terre. Nouvelle entreprise, nouveau nom, même personne qui le gère. Et maintenant ils sont après lui. Et Savannah. Et vous, Nico dit sinistrement. Vous devez être prudent. Ces gens, ils ne menacent pas seulement, ils agissent. J'ai aidé à le nettoyer du mieux que je pouvais, puis j'ai téléchargé les fichiers depuis son ordinateur. Avant de partir, Nico a pressé un téléphone de brûleur dans ma main. Mon contact au FBI. Une seule personne en qui j'ai confiance. Appelez lorsque vous êtes prêt à rendre public. Je l'ai étreint soigneusement dans ses bras, conscient de ses blessures. Merci pour tout. Faites juste attention, a-t-il dit. Et racontez un enfer d'une histoire à la fin. Quand je suis retourné à l'Airbnb, j'ai trouvé la porte un peu impôt. Mon cœur s'est arrêté. Savannah, j'ai appelé, poussant la porte à plus large. Le salon était vide, mais je pouvais entendre des sons étouffés de la chambre. J'ai attrapé un couteau de la cuisine et j'ai déménagé tranquillement dans le couloir. La porte de la chambre était fermée. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai ouverte. Savannah a été blottie dans le placard, son visage strié de larmes. Elle s'était coincée derrière les vêtements suspendus, une main sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Savannah, que s'est-il passé? Quelqu'un était là, chuchota-t-elle. Ils ont fait irruption pendant que j'étais dans la salle de bain.
Je les ai entendus chercher dans le salon, alors j'ai caché. Je l'ai aidée à sortir du placard, en la vérifiant pour les blessures. Avez-vous vu qui c'était? Elle secoua la tête, mais ils ont laissé quelque chose. Elle a montré le lit. Sur la couette froissée mettait une photographie. Dean ou Léo, assis dans un café extérieur, ignorant la caméra. La photo avait été prise récemment. Il avait la même coupe de cheveux qu'il avait eue lorsqu'il a disparu. Au dos, quelqu'un avait écrit des coordonnées et la date d'aujourd'hui. Il est vivant, Savannah respira. Élise, il est vivant. J'ai regardé la photo, l'espoir et les soupçons qui se promènent en moi. Ce pourrait être un piège ou ce pourrait être lui, a-t-elle insisté, essayant de tendre la main. Mon téléphone a bourdonné un texte de Maya. Il est vivant. Mais si vous voulez le voir, vous devrez faire un choix. Les coordonnées ont conduit à une cabine isolée en Virginie occidentale, à 5 heures de route de Richmond. Maya avait envoyé des instructions supplémentaires. Venez seul, pas de téléphone. Arrivez après la tombée de la nuit. C'est trop dangereux, ai-je dit à Savannah. Vous ne pouvez pas venir. Pensez au bébé. C'est mon fiancé, Élise. Le père de mon enfant. Ses yeux étaient stables, déterminés. Je viens. Je connaissais ce look. C'était le même que j'ai vu dans le miroir quand j'avais pris ma décision. Les femmes de Carrington pourraient apprendre à se taire, mais une fois que nous avons trouvé nos voies, rien ne pourrait nous faire taire à nouveau. Très bien, j'ai cédé. Mais vous restez dans la voiture jusqu'à ce que je m'assure qu'il soit sûr. Nous sommes partis cette nuit-là, reprenant les routes et changeant de véhicule 2 fois. Des mesures paranoïaques que j'avais ramassées dans trop de romans d'espionnage, peut-être, mais ils m'ont fait me sentir plus en sécurité. Savannah somnolait sur le siège passager pendant que je conduisais, un œil sur le rétroviseur. Juste à l'extérieur de Richmond, j'ai fait un dernier arrêt, le domaine de Carrington. Je n'ai pas dit à Savannah. Elle dormait et j'avais besoin de faire ça seule. Ma mère a ouvert la porte avant de pouvoir frapper. Elle était habillée impeccablement comme toujours, mais ses yeux étaient renommés. Elisabeth, a-t-elle dit, un soulagement se lavant sur son visage. Tu es revenu. Pas pour longtemps, dis-je, entrant à l'intérieur. J'ai besoin de parler à Père. Elle m'a conduit à son étude où il s'est assis derrière son énorme bureau de chêne. Il avait l'air plus âgé que je ne m'en souvenais, les lignes de son visage plus profondément. Je connais le projet Insight, ai-je dit sans préambule. Je connais Velker. Je sais ce que tu as fait. Il ne l'a pas nié. N'a même pas l'air surpris. Il ouvrit simplement un tiroir et sortit un chèque, le glissant sur le bureau vers moi. Pour Savannah, a-t-il dit. Assez pour recommencer quelque part en toute sécurité. Pas de presse, pas de bruit. J'ai pris le chèque. Le montant a fait s'élargir mes yeux, puis je l'ai déchiré délibérément en deux, puis des quartiers, puis des horizons, en laissant les morceaux de retour sur son bureau. Nous ne voulons pas votre argent, j'ai dit. Nous voulons la vérité. La vérité, il a fait l'écho, un sourire amer touchant ses lèvres. La vérité est, j'ai fait une erreur. Clairement, ce n'est pas un coup d'œil. Il la quitterait seule. Et il ne vous est jamais venu à l'esprit d'aller aux autorités pour faire la bonne chose. Il a ri un son creux. Les autorités sont compromises. Comment pensez-vous que cette opération a survécu aussi longtemps? Il y a des gens dans toutes les agences, chaque branche du gouvernement qui bénéficie de la perspicacité du projet. Je l'ai étudié. Cet homme que j'avais craint et respecté toute ma vie. Tu es un lâche. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Je suis pragmatiste. Il y a des forces au travail ici plus grandes qu'une famille. Plus grand que le cœur brisé de votre sœur. Dean est vivant, dis-je. Et je vais le trouver. Le visage de mon père épuisé de couleur. Pas. Pour l'amour de Dieu, Elisabeth, restez en dehors de cela. Prenez ta sœur et allez. Canada, Europe, n'importe où. Disparaître comme vous le vouliez. Cachez le secret honteux. J'ai secoué la tête. Ce n'est plus qui nous sommes. Alors que je me tournais pour partir, il m'a appelé. Elisabeth, soyez prudent. Ces gens, ils ne font pas de menaces vides. Moi non plus, dis-je, et a fermé la porte derrière moi. De retour dans la voiture, Savannah dormait encore, une main berçant de manière protectrice de son ventre.
J'ai brossé une mèche de cheveux de son visage, me demandant si je faisais la bonne chose. La prendre en danger potentiel semblait téméraire, mais la laisser derrière peut être pire. Nous avons atteint les coordonnées peu après minuit. La cabine était placée profondément dans les bois, seulement une piste de terre étroite qui y mène. Aucune lumière n'était visible de l'extérieur. Je me suis garé à une courte distance, en me tournant vers Savannah. Restez ici. Verrouillez les portes. Si je ne suis pas de retour dans 15 minutes, partez. Il y a un téléphone en brûleur dans le compartiment à gants avec le contact du FBI de Nico programmé. Élise, promets-moi. Elle hocha la tête à contre-cœur. Soyez prudent. Je me suis approché de la cabine avec prudence, toutes les alertes sensées. Quand j'ai atteint la porte, j'ai frappé 3 coups robinet comme Maya l'avait instruit. La porte s'ouvrit lentement pour révéler un grand homme barbu tenant un fusil de chasse. Pas Dean, pas Maya. Mains où je peux les voir, dit-il tranquillement. J'ai levé les mains. Je recherche Dean Wilson ou Léo Martinez. Maya Voss m'a envoyé. L'homme m'a étudié pendant un long moment, puis s'est écarté. À l'intérieur rapidement, la cabine était clairement meublée mais propre. Un feu a brûlé dans le foyer en pierre, jetant de longues ombres. À une table dans le coin était assise Maya, son expression sombre, et à côté d'elle, Dean, je respirais. Il avait l'air différent, plus mince, avec une barbe et des cheveux plus longs. Un bandage a enroulé son avant-bras gauche, et il se déplaçait de manière raide alors qu'il se tenait. Élise. Sa voix était la même, cependant. Où est Savannah? Est-elle en sécurité? Elle est dans la voiture, dis-je. Elle va bien. Le bébé aussi. Un soulagement a inondé son visage. Puis il se tourna vers l'homme barbu. Rami, amène-la soigneusement. Rami hocha la tête et glissa dehors. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai demandé à Dean. Il a fait signe à ses blessures. L'équipe de nettoyage de Velker m'a trouvé. Je me suis enfui, mais pas avant de quitter leur marque. Maya se tenait, les bras croisés. Il se cache ici depuis 2 semaines. Je lui ai dit de rester en place, mais il a insisté pour tendre la main une fois qu'il a entendu parler de Savannah. Elle était à l'hôpital, ai-je dit. Quelqu'un la blessait. Le visage de Dean s'assombrit. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit impliquée dans cela, tout. Quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qui elle était. Juste cette belle femme gentille qui m'a vraiment vu pour la première fois depuis des années. Et quand vous avez découvert qu'elle était la fille d'Edwin Carrington, il avait la grâce d'avoir honte. J'aurais dû m'éloigner, mais à ce moment-là, j'étais déjà amoureux d'elle. Je me suis dit que je pouvais séparer ces mondes. Jusqu'à ce que vous ne puissiez pas, dis-je, il hocha la tête. Jusqu'à ce que je trouve des preuves, votre père était plus profondément impliqué que quiconque ne le savait. Jusqu'à ce que je réalise que Velker était toujours opérationnel sous un nouveau nom. Jusqu'à ce qu'il commence à me suivre. La porte s'ouvrit et Rami est entrée avec Savannah. Elle se figea quand elle a vu Dean, une main volant vers sa bouche. Dean, murmura-t-elle. Il a traversé la pièce en 3 progrès, la rassemblant dans ses bras alors qu'elle fonçait en larmes. Je suis vraiment désolé, murmura-t-il dans ses cheveux. Je suis vraiment désolé de t'avoir quitté. Je me suis détourné, leur donnant un moment d'intimité. Maya s'est rapprochée de moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, a-t-elle déclaré à voix basse. Velker ou tout ce qu'ils appellent eux-mêmes maintenant. Ils ont une équipe plus propre à le chercher pour nous tous. Quel est le plan? J'ai demandé. Nous avons des preuves, des noms, des dates, des opérations. Coverage. Multiples agencies. 11-10 Ghost Public, DLL try to contain it. Bury it. I have copy of everything. It holder multiple backup and Nico has already started compiling a story. They go to him too, she guessed, reading my expression. Beat him pretty badly, but he is still willing to help. Dean and Savannah joined US, his arm around her waist. We have less than 72 hours, he said. Before Velker transfer their assets offshore. Before les preuves deviennent inutiles. J'ai regardé Maya. Nous devons faire? Faites un choix, dit-elle en franchement. Rendez-vous public maintenant avec ce que nous avons, ce qui nous met tous en danger. Ou attendez, rassemblez plus de preuves, construisez un cas plus fort.
Si nous attendons, a ajouté Dean, ils pourraient tout déplacer, couvrir leurs traces, nous pourrions perdre notre fenêtre, et si nous rendions public maintenant, j'ai demandé, nous devenons des cibles. Dit Maya. Nous tous, mais surtout vous deux. Elle hocha la tête vers Savannah et moi. Les filles de Carrington tournant sur leur père. C'est une histoire qu'ils voudront faire taire. Savannah s'est avancée, nous surprenant tous. Je veux devenir public. Savannah Dean a commencé. Non. Sa voix était ferme. J'ai passé toute ma vie à se taire, à suivre des règles, à cacher des sentiments parce qu'ils n'étaient pas appropriés. J'ai fini de me cacher. J'ai regardé ma sœur, cette femme que j'avais toujours cherché à protéger et j'ai vu une force qui correspondait à la mienne. Elle a raison, dis-je. Nous sommes devenus publics maintenant. Les 48 heures suivantes ont été un flou d'activité. Dean et Maya ont travaillé avec le contact du FBI de Nico tandis que Rami a aidé à sécuriser les communications. J'ai compilé toutes les preuves, l'organisé pour un impact maximal. Nous avons décidé d'une approche à plusieurs volets. Simultanément vers 3 principaux médias, 2 articles internationaux et un vidage de données sur un site de dénonciation sécurisé. L'histoire s'ouvrirait grand ouverte. Trop grand pour contenir. La nuit avant la publication, Dean m'a retiré. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, dit-il tranquillement. À propos de votre père. Je me suis volé. Qu'est-ce que c'est? Il a essayé de sortir il y a environ 1 an. Il m'a contacté via un canal sécurisé, a proposé de fournir des preuves contre la nouvelle opération de Velker. Je l'ai regardé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ceci avant? Parce que je ne sais pas si c'était authentique ou un piège. Dean passa une main dans ses cheveux. Il a reculé à la dernière minute. A dit qu'il regardait sa famille trop étroitement. J'ai pensé aux paroles de mon père. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille et son avertissement. Soyez prudent. Pensez-vous qu'il disait la vérité? J'ai demandé. Doyen haussait les épaules. Je ne sais pas, mais je pensais que vous devriez savoir avant de devenir public. Une fois que cela se casse, il n'y a pas de retour pour aucun d'entre nous. Cette nuit-là, alors que les autres dormaient, j'ai passé un dernier appel à la ligne privée de mon père. C'est moi, dis-je quand il a répondu. Nous sommes devenus publics demain avec tout. Une longue pause. Alors je sais. Est-ce vrai que vous ayez essayé de sortir? Essayez de contacter Dean. Une autre pause. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas suivi? Ils m'ont montré des photos de vous, de Savannah, au travail, à la maison. Ils avaient des gens qui vous suivaient tous les deux. Dit que cela ressemblerait à des accidents. Sa voix était fatiguée, vaincue. Je ne pouvais pas le risquer. Et maintenant cela n'a pas d'importance. Je pouvais entendre de la glace clignoter dans un verre. Faites ce que vous avez à faire, Elisabeth. Je vais faire face aux conséquences. Alors que Dawn se brisait, nous avons tout envoyé. Les noms ont été divulgués. Preuves publiées. À midi, c'était la meilleure histoire de chaque média majeur. Des dirigeants de Velker ont été arrêtés. Les politiciens émettaient des démentis. Le nom de mon père était partout. Ce soir-là, alors que nous regardions la couverture d'une maison sur que Maya avait organisée, mon téléphone sonnait. Ma mère. Tout est tombé, dit-elle sans préambule. La maison, la réputation, tout ce que nous avons construit. Vous l'avez construit sur des mensonges, j'ai répondu. Peut-être. Sa voix s'adoucit. Savannah est-il avec vous? Est-elle en sécurité? Oui. Bon. Une pause. Ton père. Il s'est tourné ce matin avant que l'histoire ne se sépare. Il coopère pleinement. Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi? Il a dit qu'il était temps de faire la bonne chose. Enfin. Je pouvais entendre des larmes dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Prenez soin de votre sœur, Elisabeth, et vous-même. La ligne est morte. Maya est entrée dans la pièce, son visage sinistre. Nous devons bouger maintenant. Quelqu'un a divulgué notre emplacement. En quelques minutes, nous étions dans des voitures dans différentes directions. Dean et Savannah avec Rami, Maya et moi dans un autre véhicule. Le plan était de se réunir dans une maison de sécurité secondaire dans le Maine près la frontière canadienne.
Alors que nous traversions la nuit, Maya m'a regardé. Vous avez fait la bonne chose, a-t-elle dit. Vous tous. J'espère que oui, répondis-je, en regardant l'obscurité se précipiter. Je l'espère vraiment. La tempête médiatique qui a suivi était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Pendant des semaines, il a dominé chaque titre, chaque émission. Edwin Carrington a d'abord apporté la vérité. A commencé. Nomination. Il m'a donné du crédit en tant que source, ce qui m'a rendu à la fois fier et terrifié. Pendant un certain temps, je ne pouvais aller nulle part sans être reconnu, approché, interrogé. 3 mois après la rupture de l'histoire, j'ai reçu un appel d'un hôpital du Maine. Savannah était entrée en travail. J'ai traversé la nuit pour l'atteindre, arrivant au moment où Down se brise de l'Atlantique. Le petit hôpital côtier était silencieux avec une sécurité supplémentaire que Maya avait en quelque sorte organisée. Dean m'a rencontré dans le couloir, son visage un mélange d'épuisement et de joie. C'est une fille, a-t-il dit. 7 livres 4 au parfait. Dans la salle de reprise, Savannah avait l'air radieuse malgré son épuisement évident. Dans ses bras, un petit paquet avec un choc de cheveux noirs. Les cheveux de Dean. Ellie. Elle sourit en entrant. Rencontrez votre nièce. Opélise Martinez. Des larmes ont jailli à mes yeux alors qu'elle plaçait le bébé dans mes bras. Si minuscule, si parfait, si innocent de tout le chaos qui avait entouré son entrée dans le monde. Martinez. J'ai demandé en regardant Dean. Il hocha la tête. Il est temps de récupérer mon vrai nom pour elle. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée de ma mère. L'enveloppe était une papeterie lourde et chère avec la crête de Carrington en relief en or. À l'intérieur, il y avait une seule page dans son écriture parfaite. Elisabeth, au moment où vous lisez ceci, le domaine sera vendu. Le produit après les frais juridiques sera mis en confiance pour l'enfant de votre sœur. Il semble approprié que l'héritage de Carrington commence à nouveau avec elle. Votre père m'a demandé de vous dire qu'il est désolé pour tout. L'accord de plaidoyer signifie qu'il passera probablement la prochaine décennie en détention fédérale. Je déménagerai chez nous au Vermont. Dans un avenir prévisible. Vous aviez raison sur tout. J'avais tort de valoriser la réputation du bien-être de ma fille. C'est une erreur que je regretterai jusqu'à mon jour mourant. Si Savannah le veut, je voudrais rencontrer ma petite fille un jour. Mais je comprends si ce n'est pas possible. Avec respect et regret, mère. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mis de côté. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certaines blessures prendraient plus de temps à guérir que les autres. Le témoignage de Dean est devenu la pièce maîtresse de l'affaire fédérale contre Velker et ses ramifications. Des dizaines de dirigeants, de politiciens et de responsables militaires ont été inculpés. Certains ont plaidé, d'autres ont combattu les accusations. L'étendue complète de Project Insight a finalement été exposée. La surveillance, le chantage, la manipulation de la politique et des contrats d'une valeur des milliards. Mon père, fidèle à la parole de ma mère, a accepté un accord de plaidoyer. 10 ans dans une installation de sécurité minimale en échange de sa coopération complète. Je ne lui ai pas rendu visite. Je n'étais pas prêt. Quant à Savannah, Dean et Baby Hope, ils se sont finalement installés dans une petite ville côtière du Maine, non loin de l'endroit où l'espoir est né. Les maréchaux fédéraux ont contribué à leur créer de nouvelles identités. Pas un programme complet de protection des témoins, mais suffisamment de sécurité pour leur permettre de vivre normalement. J'ai déménagé à proximité, achetant un petit chalet en vue de l'océan. Assez près pour faire partie de leur vie, mais leur donner de l'espace pour construire leur propre famille. J'ai recommencé à écrire, pas seulement à modifier les mots des autres, mais à créer le mien, un mémoire appelé La vérité ils ont enterré, à propos des secrets de famille, de la loyauté et de la recherche du courage de s'exprimer. Le premier anniversaire de Hope, je me suis rendu la dernière fois au Carrington Estate. Il était maintenant vide, attendant de nouveaux propriétaires. Les jardins étaient envahis, les fontaines sèches. Je me suis laissé entrer avec mon ancienne clé, en marchant dans les pièces silencieuses où Savannah et moi avions grandi. Tant de souvenirs, tant de règles et d'attentes, tellement de prétentions. J'ai grimpé le grand staircase, celui qui nous avait été interdit de courir en tant qu'enfant, et je me suis tenu en haut, en regardant par-dessus le hall d'entrée. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et pris une dernière photo. Pas pour la nostalgie, pas pour la mémoire, mais pour rappeler ce que nous avions laissé.
Ce soir-là, alors que nous célébrions l'anniversaire de Hope avec un petit gâteau et trop de cadeaux, mon téléphone a bourdonné d'un texte d'un paquet de numéros inconnus à votre porte. M. Maya, veillant toujours sur nous, même de l'ombre. Le package contenait 3 nouveaux passeports et documents d'identification. Une note se lisait simplement, juste au cas où. Restez en sécurité. Plus tard, en tant que Dean et Savannah a mis de l'espoir pour me coucher, je me suis assis sur le porche de leur petite maison, regardant les vagues s'écraser contre le rivage rocheux du Maine. Tellement différent de la perfection entretenue de Richmond. Tellement plus réel. Savannah m'a rejoint, enroulant une couverture autour de ses épaules contre le froid du soir. Pensez-vous que c'est vraiment fini? Demanda-t-elle doucement. Je mets mon bras autour d'elle, la rapprochant comme je le faisais quand elle était petite et effrayée. Je ne sais pas, j'ai admis. Mais quoi que ce soit ensuite, nous allons y faire face. Elle reposa sa tête sur mon épaule. Tu sais ce que j'ai réalisé. Toutes ces années, ils nous ont appris à se taire, à être parfaits. Pour maintenir l'héritage de Carrington, et à la place, nous l'avons amené à s'écraser, j'ai dit avec un petit sourire, non. Elle se tourna vers moi, ses yeux clairs et certains. Nous l'avons reconstruit sur quelque chose de réel cette fois. Alors que le soleil se couchait sur l'Atlantique, peignant le ciel dans des tons d'or et de rose, j'ai pensé à l'héritage, aux histoires que nous nous disons et aux vérités que nous enterchons, sur le des choix qui nous définissent. Mon père avait construit son héritage sur le silence et le compromis, sur l'illusion de la perfection. Nous construisions la nôtre sur la vérité. Que risqueriez-vous d'exposer la vérité sur votre propre famille? Jusqu'où iriez-vous pour protéger les personnes que vous aimez? Si cette histoire de fraternité, de secret et de courage a résonné avec vous, veuillez frapper, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Plus d'histoires fascinantes vous attendent chaque